Toi là-bas, Miller. Tu as l'air pathétique. À terre et fais-moi 50 pompes tout de suite. La voix du jeune capitaine résonna dans le terrain d'entraînement désertique. La recrue plus âgée, vêtue d'un uniforme mal ajusté, s'abaissa dans la poussière sous le regard de centaines de soldats. Bouge plus vite, espèce de soldat bon à rien. Tu es une honte pour cet uniforme. Les hommes comme toi font mourir de vrais soldats au combat. Le capitaine donna un coup de pied dans la poussière près du visage de l'homme qui peinait à faire ses pompes. Tu ferais peut-être mieux de quitter l'armée avant de te ridiculiser davantage. Ce que le fils cruel ignorait, c'est que la recrue pathétique qu'il était en train de détruire était son propre père, le général Marcus Thompson, qui testait le caractère de son fils sous un déguisement. Le cœur du général se brisa lorsqu'il réalisa ce que son fils était devenu. Le lendemain matin, Blake était assis dans la tente de commandement, en train d'examiner les rapports d'exercice, lorsque son aide de camp frappa à la porte. « Capitaine Thompson, le général Marcus Thompson demande votre présence immédiate dans la salle de conférence B. » Blake fronça les sourcils. Son père se rendait rarement dans d'autres bases, et lorsqu'il le faisait, les réunions étaient programmées des semaines à l'avance. Quelque chose n'allait pas. Il entra dans la petite pièce et trouva son père assis à la table métallique, toujours vêtu de l'uniforme froissé de la veille. Mais maintenant, l'insigne était différent. 4 étoiles brillaient sur ses épaules. « Papa, que fais-tu ici dans cet uniforme ?» Marcus leva les yeux, le regard froid et distant. « Asseyez-vous, capitaine. » Blake resta debout. « Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu habillé comme un soldat ordinaire ? » « Parce que hier soir, j'étais le soldat John Miller. L'homme que tu as humilié devant 112 militaires de 2 bases différentes. » Ces mots frappèrent Blake comme un coup physique. Son visage pâlit à mesure que la réalité s'imposait à lui. « Toi. C'était toi ? » ?»« Oui, mon fils. C'était moi. Le soldat faible que tu as forcé à faire des pompes. La honte qui, selon toi, ne méritait pas de porter l'uniforme. L'homme à qui tu as dit qu'il aurait dû rester à son poste facile. » Blake s'effondra sur la chaise, les mains tremblantes. « Papa, je ne savais pas. Si j'avais su. » « C'est justement là le problème, » l'interrompit Marcus. « Tu as traité un camarade soldat avec cruauté et irrespect. Non pas à cause de qui il était, mais parce que tu pensais pouvoir le faire. Tu as abusé de ton autorité. Ce n'était qu'un entraînement. Je rendais les hommes plus forts. Non, Blake. Tu les brisais pour ta propre satisfaction. Je t'ai vu savourer chaque instant de l'humiliation que tu m'infligeais. » Marcus sortit un épais dossier et le posa sur la table. « Ce matin, j'ai déposé une plainte officielle contre toi auprès du tribunal militaire. Abus d'autorité. Traitement dégradant de subordonnés. Conduite indigne d'un officier. » Les yeux de Blake s'écarquillèrent. « Tu traduis ton propre fils en cour martiale ? Je tiens un officier militaire responsable de ses actes. Le fait que tu sois mon fils rend cela plus difficile, pas plus facile. Papa, s'il te plaît. Nous pouvons régler cela entre nous. Je vais changer. Je promets de m'améliorer. » Marcus se leva lentement. « Blake, au cours des 5 dernières années, j'ai reçu des plaintes concernant tes méthodes. Des soldats demandant à être transférés hors de ton unité. Des rapports faisant état d'abus verbaux. Je les ai ignorés parce que j'espérais que tu mûriras de toi-même. Ces soldats étaient simplement faibles. Ils n'étaient pas capables de supporter la véritable discipline militaire. La véritable discipline militaire forge les soldats. Elle ne les détruit pas. Ce que tu pratiques, c'est du sadisme déguisé en leadership. » Blake tenta une dernière fois. « Et ma carrière ? Et tout ce pour quoi j'ai travaillé ? Ta carrière dépendra de la décision du tribunal. Pour l'instant, tu es suspendu de tes fonctions en attendant l'enquête. Le colonel Rodriguez, à Fort Apache, a été informé. Si tu es reconnu coupable, tu serviras sous ses ordres pendant 18 mois. » Marcus se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Je t'aime, Blake. Mais j'aime encore plus l'armée. Et je ne te laisserai pas détruire de bons soldats pour nourrir ton ego. » Alors que la porte se refermait derrière son père, Blake resta seul dans la petite pièce, réalisant que son monde venait de s'écrouler autour de lui. Le tribunal se réunirait dans 2 semaines, et pour la première fois de sa carrière militaire, il comprit vraiment ce qu'était la peur. 2 semaines plus tard, Blake était assis dans le tribunal militaire face à un panel de 3 colonels qu'il n'avait jamais rencontrés. Le colonel Sarah Martinez, le colonel Robert Shen et le colonel David Williams allaient décider de son sort. Son père ne faisait pas partie du jury, en raison d'un conflit d'intérêts. « Capitaine Thompson, » commença le colonel Martinez, « vous êtes accusé d'abus d'autorité et de traitement dégradant envers vos subordonnés.
Comment plaidez-vous? L'avocat militaire de Blake lui avait conseillé de plaider non coupable, mais en regardant la table des preuves, il vit les enregistrements vidéo de l'exercice conjoint. Plusieurs caméras avaient tout filmé. Non coupable, madame. L'accusation appela son premier témoin. Le sergent-chef Michael Torres monta à la barre. Sergent Torres, veuillez raconter à la cour ce que vous avez observé pendant l'exercice conjoint du 15 octobre. Madame, j'ai vu le capitaine Thompson forcer un soldat à faire des pompes sans raison militaire. Il a traité le soldat de faible et a dit qu'il ne méritait pas son uniforme. Le soldat avait clairement du mal, mais le capitaine a continué à le pousser. Ce comportement vous a-t-il semblé normal? Non, madame. J'ai servi pendant 15 ans. Je n'ai jamais vu un officier traiter un soldat de cette manière lors d'un simple exercice d'entraînement. L'accusation a appelé 6 autres témoins. Chacun d'entre eux a raconté la même histoire. Humiliation inutile, paroles cruelles, abus de pouvoir. Blake a vu sa carrière s'effondrer à chaque témoignage. Lorsque le soldat Johnson a pris la parole, Blake a senti son cœur se serrer davantage. Soldat Johnson, avez-vous déjà servi sous les ordres du capitaine Thompson? Oui, monsieur. Pendant 8 mois à Fort Harrison. Pouvez-vous décrire son style de commandement? Le capitaine Thompson régnait par la peur. Chaque semaine, il choisissait un soldat pour l'humilier publiquement. Il disait que cela permettait de nous maintenir dans le rang. Beaucoup de bons soldats ont demandé à être transférés juste pour s'éloigner de lui. L'avocat de Blake a tenté de le défendre lors du contre-interrogatoire, mais les preuves étaient accablantes. Les images vidéo montraient clairement tout ce qui s'était passé. Il était impossible de nier les faits. Lorsque Blake a pris la parole pour sa propre défense, il a tenté d'expliquer ses méthodes. Je crois en un entraînement rigoureux. La guerre n'est pas tendre avec les soldats faibles. Je préparais mes hommes au combat. Le colonel Chen se pencha en avant. Capitaine, pouvez-vous expliquer en quoi forcer un soldat à faire des pompes tout en le traitant de faible le prépare au combat? Blake eut du mal à répondre. Cela renforce la force mentale, monsieur. Ou cela détruit-il le moral et la confiance dans le commandement? Blake resta sans réponse. Après 3 jours de témoignage, le jury délibéra pendant 4 heures. À son retour, le colonel Martinez lut le verdict. Capitaine Blake Thompson, vous êtes reconnu coupable d'abus d'autorité. Vous êtes également reconnu coupable de traitement dégradant envers vos subordonnés. Blake sentit ses genoux fléchir. La Cour vous condamne à une rétrogradation au grade de lieutenant, à une mutation à Fort Apache pour une durée de 18 mois sous les ordres du colonel James Rodriguez et à la perte de vos privilèges de commandement pendant cette période. Cette sentence prendra effet immédiatement. Alors que la salle d'audience se vidait, Blake resta assis seul à la table de la défense. Ses amis Derek Mitchell et Tony Harrison avaient assisté à la première journée, mais n'étaient pas revenus. Ils protégeaient désormais leur propre carrière. Le colonel Rodriguez s'approcha de lui après le verdict. Cet officier afro-américain de 52 ans était connu dans toute l'armée pour être quelqu'un qui réformait les officiers à problème. Lieutenant Thompson, faites vos bagages. Nous partons pour l'Arizona demain matin. Vous allez apprendre ce qu'est le véritable leadership. Blake acquiesça, incapable de parler. En 3 jours, il avait perdu son grade, son commandement, ses amis et sa réputation. La seule question qui se posait désormais était de savoir s'il allait se perdre complètement ou trouver le moyen de devenir l'officier qu'il aurait dû être depuis le début. Fort Apache, en Arizona, s'étendait dans le désert comme une punition infligée par la nature elle-même. La chaleur d'octobre frappa le visage de Blake lorsqu'il descendit du camion de transport, son unique sac de voyage contenant tout ce qu'il possédait désormais. Le colonel Rodriguez attendait près de la porte principale, son uniforme impeccable malgré le soleil brûlant. Lieutenant Thompson, bienvenue dans votre nouveau foyer pour les 18 prochains mois. Blake salua. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas encore. Vous n'avez pas encore vu ce qu'est le vrai travail. Ils traversèrent la base en silence. Fort Apache était plus petit que Fort Harrison, mais 2 fois plus animé. Partout où Blake posait les yeux, il voyait des activités d'entraînement. Parcours d'obstacles, exercices de combat, séances d'entraînement physique. Le bruit était constant. C'est ici que nous formons de vrais soldats, dit Rodriguez. Pas les officiers choyés que vous avez l'habitude de commander. Ce sont des hommes et des femmes qui gagnent leur grade à la sueur de leur front et au prix de sacrifices. Ils s'arrêtèrent devant un petit bâtiment portant l'inscription « Bureaux administratifs ». Lieutenant, vous n'avez aucun pouvoir de commandement ici. Aucun. Vous êtes un observateur et un assistant. Vous superviserez les séances d'entraînement,
mais vous ne pouvez pas donner d'ordre aux recrues. Vous ne pouvez punir personne. Vous ne pouvez pas prendre de décision concernant leur entraînement. Blake acquiesça, se sentant de plus en plus petit à chaque mot. Votre journée commence à 4 heures du matin par un entraînement physique. Ensuite, vous assisterez le sergent Marcus Washington dans l'entraînement au combat de base. L'après-midi, vous travaillerez dans le dépôt de ravitaillement. Le soir, vous aiderez à l'entretien du matériel. Extinction des feux à 22 heures. Rodriguez lui tendit une clé. Vos quartiers se trouvent dans le bâtiment C, chambre 14. C'est une chambre individuelle avec un lit, un bureau et un coffre. Pas de climatisation. Pas de privilèges particuliers. Blake regarda la clé, se souvenant de ses quartiers spacieux d'officiers à Fort Harrison, avec salle de bain et cuisine privée. Monsieur, quand pourrai-je reprendre mes fonctions habituelles? Cela dépend entièrement de vous, lieutenant. Certains officiers apprennent vite. D'autres n'apprennent jamais rien. J'ai vu des hommes repartir d'ici en étant devenus de meilleurs leaders. J'ai aussi vu des hommes repartir d'ici brisés. Ils se dirigèrent vers le bâtiment C, passant devant des groupes de recrues qui faisaient des pompes dans la poussière. Le bâtiment était constitué de blocs de béton simple avec de petites fenêtres. La chambre de Blake mesurait 3 mètres sur 4. Un lit en métal, un bureau en bois et un coffre vert. C'était tout. Le dîner est servi à 18 heures dans le réfectoire. Ne soyez pas en retard. Demain, vous rencontrerez le sergent Washington. Il forme des recrues depuis 20 ans. Il se fiche de votre grade ou de votre père. Ce qui l'intéresse, ce sont les résultats. Rodriguez laissa Blake seul dans la petite pièce. Pour la première fois depuis son procès en cour martiale, Blake était complètement seul avec ses pensées. Il s'assit sur le lit dur et regarda autour de lui sa nouvelle demeure. À Fort Harrison, il contrôlait tout. Sa parole faisait loi. Les soldats obéissaient au doigt et à l'œil. À présent, il n'était plus qu'un assistant sans autorité et sans respect. À 18 heures, Blake se rendit aux messes. La salle à manger était bruyante et bondée de recrues et de personnel d'entraînement. Il prit son repas et chercha une place où s'asseoir. Toutes les tables étaient occupées par des gens qui se connaissaient. Il finit par trouver une place libre à une table d'angle avec 2 jeunes recrues. « Je peux m'asseoir ici. » Ils regardèrent ces galons de lieutenant avec perplexité. « Bien sûr, monsieur, mais pourquoi ne vous asseyez-vous pas avec les autres officiers ?» Blake se rendit compte qu'il ne savait pas où les autres officiers étaient assis, ni s'il y avait d'autres officiers comme lui. « Ça me va, » répondit-il. Tout en mangeant son repas frugal, Blake écouta les recrues parler de leur entraînement, de leurs craintes, de leurs espoirs. Pour la première fois depuis des années, il entendait des soldats parler honnêtement, car ils ne le considéraient pas comme une menace. Cette nuit-là, allongé sur le matelas dur dans la chambre surchauffée, Blake comprit que sa véritable punition n'était pas la perte de son grade ou sa mutation. C'était d'apprendre à redevenir humain parmi ces hommes et ces femmes qu'il avait oublié de considérer comme des personnes. Demain serait son premier jour en tant que personne ordinaire. Et il n'avait aucune idée de la façon dont il allait gérer cela. Le réveil sonna à 3h45. Blake avait à peine dormi dans la pièce surchauffée, mais il se força à se lever. L'entraînement physique commençait à 4h pile, et il était hors de question d'être en retard. Il rejoignit 30 recrues dans l'obscurité précédant l'aube. Le sergent Marcus Washington se tenait à l'avant du groupe, un homme noir de 45 ans dont les muscles témoignaient de 20 ans de service militaire. « Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous courons 8 kilomètres, puis nous faisons de la musculation. Le lieutenant Thompson se joindra à nous. » Les recrues ont eu l'air surprises. Les officiers ne faisaient généralement pas d'entraînement physique avec les recrues. « Monsieur, a demandé une recrue à Washington, le lieutenant est-il responsable de notre entraînement ?» Washington a souri. « Mon garçon, le lieutenant Thompson est ici pour apprendre, tout comme vous. Il n'a aucune autorité dans mon programme d'entraînement. C'est un observateur qui porte simplement des galons sur son uniforme. » Blake sentit son visage brûler de honte, mais il ne dit rien. La course fut brutale. Blake était resté en forme, mais l'entraînement à Fort Apache était différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Les recrues, 2 fois plus jeunes que lui, suivaient facilement le rythme tandis qu'il luttait contre la chaleur du désert. Après l'entraînement physique, Washington prit Blake à part. « Lieutenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je forme des soldats depuis que vous étiez étudiant. Je me fiche de votre grade, de votre père ou des erreurs qui vous ont amené ici. Je ne m'intéresse qu'à une seule chose, former de bons soldats. Oui, sergent, vous pouvez m'aider à y parvenir, ou vous pouvez me mettre des bâtons dans les roues. Mais vous n'abuserez pas de mes recrues.
Vous ne leur crierez pas dessus. Vous ne les punirez pas. Si vous avez des inquiétudes au sujet d'une recrue, vous m'en ferez part. Compris? Compris, sergent. Washington assigna Blake à travailler avec la recrue Kevin Murphy, un jeune homme de 19 ans originaire de l'Ohio qui avait du mal à acquérir les compétences de base au combat. Kevin était intelligent mais physiquement faible, et les autres recrues avaient commencé à le traiter de tous les noms. Lieutenant, aidez Murphy à manier son fusil. Ne lui criez pas dessus. Ne l'insultez pas. Apprenez-lui. Blake s'assit avec Kevin au stand de tir. Le jeune homme tremblait en tenant le fusil. Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne suis pas fait pour l'armée. L'instinct de Blake était de dire à Kevin qu'il était faible et pathétique. Mais il se souvint de sa propre peur lors du conseil de guerre. Kevin, tout le monde a peur quand il commence. Le fusil te semble lourd parce que tu réfléchis trop. Laisse-moi te montrer une autre façon de le tenir. Pendant 2 heures, Blake travailla patiemment avec Kevin. Il ajusta la posture du jeune homme, l'aida à contrôler sa respiration et l'encouragea à chaque petite amélioration. Voilà, Kevin. Tu vois? Il te fallait juste la bonne technique. À la fin de la journée, Kevin avait touché 7 cibles sur 10. Il souriait pour la première fois depuis que Blake l'avait rencontré. Merci, lieutenant. Personne n'avait jamais pris le temps de m'apprendre avant. Ce soir-là, Blake a aidé à l'entretien du matériel. Il a nettoyé les fusils avec les recrues, organisé les fournitures et effectué les tâches élémentaires qu'il avait toujours confiées à d'autres. La recrue Sarah Martinez, une Texane de 22 ans, travaillait à ses côtés pour nettoyer le matériel. « Monsieur, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi êtes-vous ici? Les officiers ne font généralement pas ce genre de travail. » Blake a réfléchi attentivement avant de répondre. « Je suis ici pour apprendre ce que font les vrais soldats au quotidien. J'avais oublié cela en cours de route. Mon dernier commandant ne nettoyait jamais le matériel avec nous. Il disait que les officiers avaient des choses plus importantes à faire. » Peut-être avait-il tort, dit Blake doucement. Alors que Blake s'endormait cette nuit-là, épuisé par le travail physique, il réalisa que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, il se sentait utile. Pas puissant, pas en contrôle, mais véritablement utile aux autres. Le lendemain, il continuerait à apprendre ce que signifiait servir plutôt que commander. Après 3 semaines passées à Fort Apache, Blake rejoignit l'exercice d'entraînement avancé à la survie du sergent Washington. 20 recrues allaient passer 2 jours dans le désert de l'Arizona à apprendre la navigation, la conservation de l'eau et les procédures d'urgence. Le soleil de novembre était encore brûlant à midi lorsque le groupe traversa un terrain rocheux. Blake portait le même sac lourd que les recrues, la sueur imprégnant son uniforme. « Hydratez-vous » cria Washington. « Buvez de l'eau toutes les 15 minutes. Ce désert vous tuera plus vite que n'importe quel ennemi. » Blake regardait les jeunes soldats lutter contre la chaleur et le poids de leur équipement. Kevin Murphy était près de l'arrière du groupe, le visage rouge et haletant. « Ça va, Kevin » demanda Blake doucement. « Oui, monsieur. J'ai juste chaud. » Blake remarqua que Kevin ne buvait pas assez d'eau. Le jeune homme essayait de prouver qu'il était résistant, mais il commettait une erreur dangereuse. « Kevin, bois un peu d'eau. C'est un ordre. » Kevin sourit faiblement et but une petite gorgée de sa gourde. 2 heures plus tard, pendant une pause, Kevin s'effondra. Il heurta violemment le sol, son corps tremblait et sa peau était pâle malgré la chaleur. « Médecin !» cria Washington, mais le soutien médical le plus proche se trouvait à 5 km, au camp de base. Blake s'agenouilla à côté de Kevin, vérifiant son pouls et sa respiration. Le jeune homme était inconscient et souffrait clairement d'une grave déshydratation. « Sergent, il a besoin de soins médicaux immédiats. Il pourrait mourir ici. » Washington regarda la carte. Le camp de base est à 5 km au sud. La radio dit que l'équipe médicale est à 20 minutes en voiture. Blake regarda Kevin inconscient, puis les autres recrues qui observaient la scène avec effroi. La règle était claire. Les observateurs ne devaient en aucun cas intervenir dans les exercices d'entraînement. Mais Kevin ne survivrait peut-être pas 20 minutes. « Sergent, je le ramène au camp de base. Lieutenant, vous avez reçu l'ordre explicite de ne pas intervenir dans l'entraînement. C'est leur test. Alors renvoyez-moi devant la cour martiale. Je ne vais pas regarder ce gamin mourir pour respecter une règle stupide. » Blake souleva Kevin sur ses épaules à la manière d'un pompier. Le jeune homme pesait 80 kg et la chaleur du désert était accablante. Mais Blake se mit en route. « Lieutenant Thompson, si vous quittez cet exercice, vous ferez l'objet de mesures disciplinaires. » Blake continua d'avancer. « Compris, sergent. »
Cette marche de 5 kilomètres devint le plus long voyage de la vie de Blake. Chaque pas était une torture sous la chaleur écrasante du désert. Le poids de Kevin semblait s'alourdir à chaque minute, mais Blake refusait de s'arrêter. D'autres recrues proposèrent leur aide, mais Blake les repoussa d'un geste de la main. « Continuez votre entraînement. C'est mon choix. » À mi-chemin du retour à la base, les jambes de Blake se mirent à trembler. Sa vision se brouilla à cause de l'épuisement dû à la chaleur, mais il continua à marcher. La respiration de Kevin s'affaiblissait. « Restez avec moi, Kevin. Nous y sommes presque. » Lorsque Blake arriva enfin au poste médical, il s'effondra à côté de la civière tandis que les médecins prenaient Kevin en charge. La température du jeune homme était de 40 degrés Celsius et les médecins dirent que 10 minutes de plus auraient pu lui être fatales. Le colonel Rodriguez est arrivé au poste médical 2 heures plus tard. Blake était assis dans la salle d'attente, toujours couvert de poussière du désert et de sueur. « Lieutenant, le sergent Washington dit que vous avez désobéi à des ordres directs. »« Oui, monsieur. Vous avez quitté un exercice d'entraînement sans permission. »« Oui, monsieur. Vous avez interféré avec le test d'une recrue. »« Oui, monsieur. Et je le referai. » Rodriguez observa Blake pendant un long moment. « Pourquoi ?» Blake regarda Kevin à travers la fenêtre. Celui-ci était désormais réveillé et parlait à ses parents au téléphone. Parce que sauver sa vie était plus important que de suivre les ordres. Parce que le véritable leadership consiste à protéger ses hommes, même si cela vous coûte tout. Rodriguez acquiesça lentement. 15 jours de détention disciplinaire. Pas de visiteurs, pas de privilèges. Je comprends, monsieur. Alors que Blake était escorté vers la caserne disciplinaire, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La fierté d'avoir fait ce qu'il fallait, quelles qu'en soient les conséquences. Pour la première fois depuis son arrivée à Fort Apache, il savait qu'il était en train de devenir l'officier qu'il aurait dû être depuis le début. Après 15 jours de détention disciplinaire, Blake fut affecté au bureau des anciens combattants de Fort Apache. Le petit bâtiment se trouvait à l'extrémité de la base et était rempli de classeurs et de vieux ordinateurs. Le colonel Rodriguez appelait cela le travail administratif, une punition pour les officiers qui avaient besoin d'apprendre la patience. La supérieure de Blake était Madame Helen Carter, une civile de 60 ans qui travaillait dans le domaine administratif militaire depuis 30 ans. Elle n'était pas impressionnée par son grade. « Lieutenant Thompson, votre travail est simple. Aidez les anciens combattants à remplir leurs demandes de prestations. Vérifiez leurs documents. Assurez-vous que les formulaires sont complets. N'essayez pas de jouer les héros. » Le premier ancien combattant que Blake rencontra fut Robert Sullivan, un ancien sergent de 35 ans qui avait perdu sa jambe gauche en Irak 5 ans plus tôt. Robert était assis en face du bureau de Blake avec un épais dossier rempli de papiers. « Lieutenant, cela fait 5 ans que je me bats pour obtenir des prestations d'invalidité. Le ministère des anciens combattants ne cesse de perdre mes dossiers médicaux. Chaque fois que je soumets de nouveaux documents, il me demande des formulaires différents. » Blake ouvrit le dossier de Robert. C'était le chaos, des dizaines de formulaires incomplets, des rapports médicaux provenant de différents médecins et des lettres de divers services gouvernementaux. « Robert, racontez-moi ce qui s'est passé en Irak. » Une explosion d'engins explosifs improvisés à l'extérieur de Bagdad. Elle a tué 2 de mes soldats, m'a coûté une jambe et m'a causé des lésions dorsales permanentes. Certains jours, je peux à peine marcher, je ne peux pas exercer un emploi normal. Blake examina la citation pour la Purple Hat et les documents de démobilisation médicale de Robert. Tout était légitime, mais les documents administratifs étaient dispersés entre plusieurs agences. Comment survivez-vous en attendant vos prestations? Ma femme a 2 emplois. Nous vivons dans une caravane derrière la maison de ses parents. Certaines nuits, je pense à... Robert s'interrompit et détourna le regard. Blake passa 4 heures à organiser les documents administratifs de Robert, à passer des coups de fil à différents bureaux de l'administration des anciens combattants et à remplir de nouveaux formulaires. À la fin de la journée, ils avaient soumis un dossier complet de prestations. « Lieutenant, pourquoi m'aidez-vous ainsi? La plupart des officiers se moquent des anciens soldats. » Blake repensa à Kevin Murphy, gisant inconscient dans le désert. « Parce que vous avez mérité ces prestations grâce à votre service. Le système devrait vous aider, pas vous nuire. » Le lendemain, Blake rencontra Maria Gonzalez, une ancienne infirmière militaire qui avait servi 3 fois en Afghanistan. Elle se battait pour obtenir des prestations de santé mentale après avoir été diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique sévère. Les médecins disent que je souffre d'un traumatisme lié au traitement des soldats blessés. Le ministère des anciens combattants affirme que mon état n'est pas lié au service,
car je n'ai pas participé directement au combat. Blake a lu le dossier militaire de Maria. Elle avait sauvé des dizaines de vies sous le feu ennemi, travaillant dans des hôpitaux de campagne pendant les pires combats en Afghanistan. Maria, vous soignez des blessures de guerre sous les tirs ennemis. Comment cela pourrait-il ne pas être considéré comme du combat? Le ministère des anciens combattants a une définition différente. Il affirme que les médecins n'étaient pas des soldats de première ligne. Blake a passé 2 jours à étudier les règlements relatifs aux services médico-militaires. Il a trouvé des précédents dans lesquels des médecins avaient reçu toutes les prestations de combat. Il a rédigé une lettre d'appel détaillée et a aidé Maria à recueillir les témoignages des soldats qu'elle avait soignés. Chaque jour apportait son lot de nouveaux cas. James Peterson, un ancien conducteur de char d'assaut souffrant de lésions pulmonaires causées par l'incendie de puits de pétrole. Sandra Williams, une policière militaire souffrant de blessures au dos dues au transport d'équipements lourds. David Chen, un spécialiste des communications souffrant d'une perte auditive due à des tirs d'artillerie. Tous avaient servi leur pays. Tous avaient été blessés pendant leur service. Tous luttaient contre une bureaucratie qui semblait conçue pour rejeter leurs demandes. Blake travaillait 12 heures par jour, restant tard pour aider les anciens combattants à comprendre les formulaires complexes et à naviguer dans le système. Il appelait les bureaux du gouvernement, organisait les dossiers médicaux et rédigeait des lettres d'appel. Après 3 semaines passées au bureau des anciens combattants, Blake comprit quelque chose qui ne lui était jamais venu à l'esprit auparavant. Ces hommes et ces femmes avaient été ses soldats. Lorsqu'il commandait les troupes à Fort Harrison, certains d'entre eux allaient finir par devenir des anciens combattants luttant pour obtenir les prestations auxquelles ils avaient droit. « Lieutenant », dit Robert Sullivan lors d'une visite de suivi, « vous savez ce qui vous différencie des autres ?»« Quoi donc, Robert ?» La plupart des officiers considèrent les soldats comme des numéros sur une liste. Vous commencez à nous voir comme des personnes avec une vie, une famille et des problèmes. Ce soir-là, Blake s'assit dans sa petite chambre et pensa aux dizaines d'anciens combattants qu'il avait rencontrés. Chacun d'entre eux avait une histoire de service et de sacrifice. Chacun d'entre eux avait été oublié par un système qui était censé prendre soin d'eux. Pour la première fois depuis sa cour martiale, Blake avait le sentiment que son travail avait un sens. 8 mois après son affectation à Fort Apache, Blake avait gagné quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, le respect des soldats enrôlés. Ce n'était pas l'obéissance craintive qu'il avait imposée auparavant, mais la confiance sincère de personnes qui savaient qu'il les aiderait. Le sergent Washington remarqua ce changement pendant les séances d'entraînement physique matinales. Blake n'avait plus de mal à suivre le rythme des recrues. Plus important encore, il avait appris à les encourager plutôt qu'à les critiquer. « Thompson, vous avez arrêté de crier sur les soldats », fit remarquer Washington après une séance d'entraînement. « Crier ne les rend pas meilleurs, sergent. C'est l'enseignement qui les rend meilleurs. » Il vous a fallu 8 mois pour comprendre cela? Blake essuya la sueur de son visage. Certaines leçons sont plus longues à apprendre que d'autres. Le véritable test eut lieu lorsqu'un nouveau groupe de recrues arriva pour suivre l'entraînement de base. Parmi elles se trouvait Danny Williams, un jeune homme de 18 ans originaire de Détroit qui rappelait à Blake ce qu'il était à cet âge, arrogant, exigeant un respect qu'il n'avait pas mérité et prompt à blâmer les autres pour ses erreurs. Pendant l'entraînement au tir, Danny était frustré de ne pas réussir à atteindre ses cibles. « Ce fusil est cassé », se plaignait-il à voix haute. « Le viseur est déréglé. » Le sergent-chef Miller, instructeur au stand de tir, était connu pour sa sévérité envers les recrues qui se plaignaient. Blake regarda Miller s'approcher de Danny, les yeux remplis de colère. « Recrue Williams, à terre et faites-moi 50 pompes pour avoir cherché des excuses. » Blake s'avança. « Sergent-chef, puis-je aider la recrue Williams à améliorer sa technique de tir ?» Miller eut l'air surpris. Les officiers n'intervenaient généralement pas dans les corrections données pendant l'entraînement de base. « Lieutenant, cette recrue doit apprendre la discipline. Il doit d'abord apprendre la bonne technique. Une punition ne corrigera pas sa position de tir. » Blake s'agenouilla à côté de Danny, qui se préparait à faire des pompes dans la poussière. « Danny, laisse-moi te montrer quelque chose au sujet du positionnement du fusil. C'est ta position qui cause le problème de précision. » Pendant l'heure qui suivit, Blake travailla patiemment avec Danny, ajustant sa prise, corrigeant sa respiration et l'aidant à comprendre l'alignement de la visée. À la fin de la séance, Danny touchait 8 cibles sur 10. « Merci, lieutenant. Personne ne m'avait jamais montré la bonne façon de faire auparavant. » Le sergent-chef Miller prit Blake à part après coup. « Monsieur, vous m'avez ridiculisé devant les recrues. »« Non, Miller. Je vous ai aidé à résoudre un problème d'entraînement. » Danny n'était pas irrespectueux, il ne comprenait vraiment pas la technique. Maintenant, il la comprend. Miller réfléchit un instant.
Vous avez peut-être raison. J'étais sur le point de perdre 1 heure à le punir, alors que 5 minutes d'enseignement ont suffi à résoudre le problème. La nouvelle approche de Blake s'étendit à d'autres domaines de son travail. Lorsque les recrues commettaient des erreurs, il les aidait à comprendre pourquoi au lieu de simplement les punir. Lorsqu'elles réussissaient, il louait leurs efforts au lieu de s'attribuer le mérite de leur progrès. Kevin Murphy, qui s'était complètement remis de son effondrement dans le désert, alla voir Blake un soir. « Lieutenant, je termine ma formation de base la semaine prochaine. Je voulais vous remercier. » « Pourquoi, Kevin ? » »« Pour m'avoir traité comme si je pouvais réussir au lieu de me considérer comme voué à l'échec. Lors de mes premières semaines ici, tout le monde me disait que j'étais trop faible pour l'armée. Vous m'avez montré que j'avais juste besoin d'un meilleur entraînement. » Blake ressentit une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « C'est toi qui as fait le travail, Kevin. Je t'ai simplement donné de meilleurs outils. Monsieur, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Avez-vous toujours été ce genre de leader ? » Blake envisagea de mentir, mais décida que Kevin méritait la vérité. « Non, Kevin. Avant, j'étais le genre d'officier qui vous aurait brisé au lieu de vous construire. Cet endroit m'a appris une autre façon de faire. » Le colonel Rodriguez convoqua Blake dans son bureau ce soir-là. « Lieutenant, votre mission de 18 mois est terminée aux 2/3. Que pensez-vous de votre séjour ici ? » « Monsieur, cela a été la formation la plus précieuse de ma carrière militaire. » « Vraiment ? La plupart des officiers considèrent cela comme une punition. » Blake pensa à Robert Sullivan qui avait obtenu ses prestations d'invalidité, à Kevin Murphy qui avait pris confiance en lui, à Danny Williams qui avait appris à tirer correctement. « Colonel, j'ai appris davantage sur le véritable leadership en 8 mois qu'en 15 ans de commandement. Je comprends maintenant que mon travail n'est pas de contrôler les soldats, mais de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. » Rodriguez sourit. « C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez, lieutenant. Votre véritable formation ne fait que commencer. » À 2h30 du matin, par une froide nuit de février, les sirènes réveillèrent tout le monde à Fort Apache. Blake bondit de son lit, tandis que les lumières d'urgence inondaient la base. Dans le haut-parleur, la voix du colonel Rodriguez crépitait d'urgence. « Tout le personnel disponible doit se présenter immédiatement à la zone de rassemblement principale. Ce n'est pas un exercice. » Blake s'habilla rapidement et courut vers le point de rassemblement, où des centaines de soldats se rassemblaient dans l'obscurité précédant l'aube. Rodriguez se tenait sur une estrade, avec des cartes et du matériel d'urgence derrière lui. « Mesdames et messieurs, le fleuve Colorado a inondé la ville de Riverside, à 25 km au nord d'ici. Le barrage a cédé il y a 2 heures et 3000 civils sont pris au piège par la montée des eaux. Nous avons reçu l'ordre de fournir une aide immédiate pour le sauvetage et l'évacuation. » Blake sentit son cœur s'emballer. Il s'agissait d'une véritable intervention d'urgence, et non d'un exercice d'entraînement. Nous avons besoin de 20 équipes de soldats pour les opérations de sauvetage aquatique. Chaque équipe disposera d'un bateau, d'équipements d'urgence et sera chargée d'évacuer les civils de la zone inondée. Rodriguez repéra Blake dans la foule. « Lieutenant Thompson, vous dirigerez l'équipe 7 avec 20 soldats. Votre secteur est la zone résidentielle près de Main Street. » Blake s'avança. « Monsieur, je ne suis pas censé avoir d'autorité de commandement. »« Lieutenant, des gens sont en train de mourir dans cette inondation. Votre sanction n'a aucune importance pour le moment. Pouvez-vous diriger ces soldats ou non ?» Blake regarda les 20 jeunes visages affectés à son équipe. Certains étaient des recrues avec lesquels il avait travaillé, notamment Kevin Murphy et Danny Williams. D'autres étaient des soldats expérimentés qu'il connaissait à peine. « Oui, monsieur. Nous les ramènerons chez eux. » 30 minutes plus tard, l'équipe de Blake chargeait des camions militaires avec des bateaux de sauvetage et du matériel d'urgence. Le trajet jusqu'à Riverside dura 20 minutes à travers des routes désertiques qui étaient devenues des rivières à cause des eaux de crue. Quand ils arrivèrent en ville, Blake vit une destruction sans précédent dans son expérience militaire. L'eau se précipitait dans les rues, emportant des voitures, des arbres et des morceaux de bâtiments. Les maisons étaient inondées jusqu'au 2e étage et les gens se tenaient sur les toits pour appeler à l'aide. « Ok, équipe, » dit Blake alors qu'ils mettaient leur bateau à l'eau. « Nous travaillons par 2. Un conducteur de bateau, un nageur sauveteur. Nous allons de maison en maison, à la recherche de survivants. La sécurité d'abord. Nous ne pouvons aider personne si nous devenons nous-mêmes des victimes. » Blake fit équipe avec la spécialiste Sarah Martinez, une nageuse expérimentée de son groupe d'entraînement de base. Ils dirigèrent leur bateau vers un groupe de maisons où ils pouvaient voir des gens agiter les bras depuis les fenêtres du 2e étage. Leur premier sauvetage fut celui d'un couple âgé coincé dans leur chambre.
Blake maintint le bateau stable pendant que Martinez aidait l'homme et la femme à descendre de leur fenêtre pour monter dans le bateau. « Merci, soldat », a dit le vieil homme, frissonnant dans l'air froid du matin. « Nous pensions que personne ne viendrait. Nous sommes là maintenant, monsieur. Vous êtes en sécurité. » Pendant 12 heures d'affilée, l'équipe de Blake a travaillé dans la zone inondée. Ils ont secouru une famille de 5 personnes dans leur garage effondré. Ils ont sauvé 2 enfants qui avaient grimpé dans un arbre lorsque leur maison a été inondée. Ils ont évacué une femme blessée de sa maison de retraite inondée. Blake se retrouva à prendre des décisions de vie ou de mort toutes les quelques minutes. Quelle maison inspecter en premier? Comment atteindre les personnes se trouvant dans des zones dangereuses? Quand risquer la sécurité des soldats pour sauver des vies civiles? Au cours du sauvetage le plus dangereux, le bateau de Blake chavira alors qu'il tentait de rejoindre un homme coincé sur son toit. Le courant emporta Blake et Martinez 50 mètres en aval avant qu'ils ne puissent nager vers un endroit sûr. « Lieutenant, ça va ?» halta Martinez alors qu'il se hissait sur un morceau de débris flottant. « Je vais bien. Mais nous devons retourner auprès de cet homme. » Ils nagèrent jusqu'à leur bateau renversé, le remirent à l'endroit et menèrent à bien le sauvetage malgré le risque. À la tombée de la nuit, l'équipe de Blake avait évacué 47 personnes de la zone inondée. Tous les civils qu'ils ont rencontrés ont été mis en sécurité. Aucun soldat n'a été gravement blessé. Alors qu'ils chargeaient leur équipement dans les camions, Kevin Murphy s'est approché de Blake. « Lieutenant, je n'ai jamais vu un tel leadership auparavant. Vous avez risqué votre vie pour des inconnus. » Blake a regardé la ville inondée, où les lumières d'urgence indiquaient que les opérations de sauvetage se poursuivaient. « Kevin, c'est le travail des soldats. Nous servons les personnes qui ont besoin de notre aide. » Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de grade ou d'autorité. Il s'agissait d'utiliser notre formation pour sauver des vies. Le colonel Rodriguez les a retrouvés à Fort Apache. « Lieutenant Thompson, excellent travail aujourd'hui. Votre équipe a sauvé le plus grand nombre de civils et n'a subi aucune perte militaire. » « Merci, monsieur. Mes soldats ont fait un travail remarquable. » « Oui, en effet. Et ils ont suivi un chef qui a gagné leur confiance et leur respect. » Ce soir-là, épuisé mais fier, Blake réalisa qu'il avait vécu quelque chose de complètement nouveau dans sa carrière militaire. Un leadership basé sur la compétence, le courage et une attention sincère pour les autres, plutôt que sur la peur et l'autorité. 3 semaines après le sauvetage, Blake était en train de classer des dossiers d'anciens combattants lorsque Madame Carter frappa à la porte de son bureau. « Lieutenant Thompson, le général Marcus Thompson est ici pour une inspection officielle de la base. Le colonel Rodriguez souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » Blake eut un pincement au cœur. Il n'avait pas revu son père depuis la cour martiale, 10 mois auparavant. Il traversa la base en se demandant si cette visite était une coïncidence ou quelque chose de plus. Dans le bureau de Rodriguez, son père se tenait en grand uniforme, étudiant les rapports posés sur le bureau. Le général Marcus Thompson semblait plus âgé que dans les souvenirs de Blake, avec de nouveaux cheveux gris et des rides plus profondes autour des yeux. « Lieutenant Thompson au rapport, comme ordonné, monsieur. » Marcus leva les yeux, mais ne sourit pas. « Lieutenant, le colonel Rodriguez m'a parlé de vos performances ici, à Fort Apache. »« Oui, monsieur. » Rodriguez fit signe à Blake de s'asseoir. « Général Thompson, votre fils est devenu l'un de nos assistants de formation les plus efficaces. Son travail lors du sauvetage des victimes des inondations a été exceptionnel. » Marcus ouvrit un épais dossier. « J'ai lu les rapports, colonel. 47 civils sauvés, aucune victime militaire, leadership d'équipe dans des conditions extrêmes. » Blake resta silencieux, ne sachant pas ce que son père pensait. « J'ai également examiné son travail au bureau des anciens combattants, » poursuivit Marcus. 63 demandes d'indemnisation acceptées, délai moyen de traitement réduit de 8 mois à 6 semaines. Rodriguez se pencha en avant. « Général, le lieutenant Thompson a appris quelque chose que beaucoup d'officiers ne comprennent jamais. Le leadership consiste à servir les autres, pas à les contrôler. » Marcus observa attentivement son fils. « Est-ce vrai, Blake ?» Blake croisa le regard de son père. « Oui, monsieur. Pendant 15 ans, j'ai pensé que le leadership consistait à faire en sorte que les gens me craignent. J'avais tort. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Blake pensa à Kevin Murphy inconscient dans le désert, à Robert Sullivan se battant pour obtenir des prestations d'invalidité, au couple de personnes âgées tremblant dans son bateau de sauvetage. « J'ai appris que la véritable force vient du fait d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, et non de les briser pour me sentir puissant. » Marcus s'acquiesça lentement. « Colonel Rodriguez, puis-je parler à mon fils en privé ?»« Bien sûr, général. »
Je serai dans le bureau d'Accent Grave côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après le départ de Rodriguez, Marcus s'assit en face de Blake. Pour la première fois depuis des mois, il ressemblait à un père plutôt qu'à un commandant. Blake, je veux que tu saches que ce que j'ai fait, le test d'infiltration, la cour martiale, a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise en tant que père. Je comprends pourquoi vous l'avez fait, papa. J'avais besoin d'apprendre cette leçon, et je n'aurais pas pu l'apprendre autrement. Es-tu en colère contre moi? Blake réfléchit attentivement à la question. J'ai été en colère pendant longtemps. Mais maintenant, je vous suis reconnaissant. Vous m'avez empêché de devenir quelqu'un que j'aurais détesté. Marcus fouilla dans son porte-documents et en sortit une lettre. Blake, j'ai une proposition à te faire. Ta mission de 18 mois touche à sa fin. Tu peux retourner à Fort Harrison en tant que capitaine et reprendre tes fonctions normales. Blake regarda la lettre, mais ne la prit pas. Et le programme de formation au leadership dont a parlé le colonel Rodriguez? Quel programme de formation au leadership? Blake réalisa qu'il avait révélé quelque chose qu'il n'était pas censé savoir. Monsieur, j'ai peut-être entendu certaines conversations au sujet du développement de nouvelles méthodes de formation. Marcus sourit légèrement. Blake, il n'y a pas de hasard dans les affectations militaires. Le colonel Rodriguez a travaillé avec les dirigeants de l'armée pour développer de nouveaux programmes de formation basés sur des principes de leadership positif. Monsieur, votre affectation ici n'était pas seulement une punition, mon garçon. C'était une préparation. Nous avons besoin d'officiers qui comprennent comment diriger par le service plutôt que par la peur. Des officiers qui ont fait l'expérience de l'impuissance afin de ne jamais abuser de leur pouvoir. Blake sentit sa compréhension des 10 derniers mois changer complètement. Vous avez planifié tout cela? Pas les détails. Ceci dépendait de vous. Mais oui, nous espérions que vous apprendriez ce que vous avez appris. Marcus se leva et tendit la main. Capitaine Thompson, seriez-vous intéressé pour aider à développer un nouveau programme de formation au leadership pour l'armée américaine? Blake se leva et serra la main de son père, sentant pour la première fois depuis des années qu'il était le fils dont son père pouvait être fier. Oui, monsieur. Je serais honoré. Le lendemain matin, le père de Blake l'emmena dans une salle de conférence qu'il n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvait un homme âgé en civil, qui examinait des piles de manuels d'entraînement militaire et de documents de recherche. Blake, je voudrais te présenter le général William Cherokee, à la retraite. Il étudie le développement du leadership militaire depuis 40 ans. Le vieil homme se leva lentement, son corps de 78 ans conservant la posture d'un soldat de carrière. Sa poignée de main était ferme, son regard vif et intelligent. Capitaine Thompson, votre père m'a parlé de votre parcours ici à Fort Apache. Je vous en prie, asseyez-vous. Blake prit place en face de Cherokee, se demandant quel était le véritable but de cette rencontre. Capitaine, selon vous, quel est le plus grand problème de la formation au leadership militaire aujourd'hui? Blake réfléchit attentivement à la question. Monsieur, je pense que nous enseignons aux officiers à commander par la peur et la punition au lieu de leur apprendre à développer les personnes. Cherokee acquiesça. Continuez. Quand j'étais à Fort Harrison, je mesurais mon succès à la rapidité avec laquelle les soldats obéissaient aux ordres. Je ne leur demandais jamais s'ils comprenaient pourquoi les ordres avaient un sens, ni s'ils acquéraient des compétences qui les aideraient à progresser. Et maintenant? Blake réfléchit à son travail avec les recrues et les vétérans. Maintenant, je mesure ma réussite à l'aune de l'amélioration des soldats et des personnes grâce à leur interaction avec moi. Cherokee sourit et ouvrit un épais cahier. Capitaine, depuis 20 ans, je développe un programme de formation au leadership appelé Leadership basé sur le service. Le principe de base est simple. Les leaders existent pour servir leur peuple et non l'inverse. C'est exactement ce que j'ai appris ici, monsieur. Votre expérience à Fort Apache n'était pas un accident, Blake. Votre père et moi avons planifié cette conversation depuis plus d'1 an. Blake regarda son père avec surprise. Vous voulez dire que tout cela a été conçu pour m'amener ici? Marcus répondit, ce n'était pas conçu, Blake. Nous espérions. Nous espérions que vous apprendriez ce que vous deviez apprendre et que vous deviendriez le genre d'officier capable de contribuer à changer le système. Cherokee se pencha en avant. Capitaine, l'armée a un problème. Nous perdons de bons soldats à cause d'un mauvais leadership. Le taux de suicide augmente. Le moral est en baisse. Le taux de rétention est à son plus bas niveau historique. J'ai constaté ce problème, monsieur. J'ai moi-même contribué à ce problème. Exactement. Mais vous faites également partie de la solution désormais. Capitaine,
Je veux vous offrir la chance de diriger le programme pilote de formation au leadership basé sur le service. Blake sentit son cœur s'emballer. Monsieur, en quoi cela consisterait-il? Vous travailleriez avec moi et une équipe d'instructeurs expérimentés pour développer de nouvelles méthodes de formation. Au lieu d'apprendre aux officiers à démoraliser les soldats, nous leur apprendrions à les motiver. Cherokee montra à Blake un aperçu détaillé du programme. Le programme commencerait ici, à Fort Apache, avec des recrues volontaires. Nous mesurerions les résultats, morale, performance, fidélisation, efficacité du leadership. Combien de temps durerait le programme pilote? 2 ans dans un premier temps. S'il est couronné de succès, nous l'étendrons à d'autres bases. Blake étudia les documents du programme. Tout ce qu'il avait appris au cours des derniers mois se reflétait dans les recherches de Cherokee. L'importance de servir les autres, de développer les gens plutôt que de les contrôler, de diriger par l'exemple plutôt que par la peur. Monsieur, pourquoi moi? Il doit y avoir des officiers plus expérimentés qui pourraient s'en charger. Cherokee et Marcus échangèrent un regard. Blake, dit son père, la plupart des officiers qui réussissent n'ont jamais connu l'impuissance. Ils n'ont jamais été humiliés ni dépouillés de leur autorité. Ils ne comprennent pas ce que vivent les soldats lorsqu'ils sont maltraités par de mauvais dirigeants. Cherokee ajouta, « Mais vous comprenez, capitaine. Vous avez été des 2 côtés. Vous savez à quoi ressemble un mauvais commandement de l'intérieur, et vous avez appris ce qu'un bon commandement peut accomplir. » Blake pensa à Kevin Murphy, à Robert Sullivan, aux familles qu'il avait sauvées des inondations. Tous avaient été aidés par des chefs qui faisaient passer le service avant leur intérêt personnel. Général Cherokee, que se passera-t-il si le programme échoue? Alors nous tirerons les leçons de cet échec et nous réessaierons. Mais capitaine, que se passera-t-il si nous n'essayons pas? Combien d'autres bons soldats perdrons-nous à cause de mauvais chefs? Blake relut le descriptif du programme et vit sa propre transformation se refléter dans les méthodes d'entraînement mises au point par Cherokee. Monsieur, j'accepte. Quand commençons-nous? 6 mois après avoir purgé sa peine à Fort Apache, Blake revint en tant que directeur du nouveau programme pilote Leadership Through Service, le leadership par le service. Son ancien quartier de punition avait été transformé en bureau du programme, et il travaillait désormais aux côtés du général Cherokee et d'une équipe d'instructeurs soigneusement sélectionnés. Le sergent Marcus Washington fut la première personne que Blake recruta pour son équipe. Washington, je veux que vous m'aidiez à concevoir des méthodes d'entraînement qui renforcent les soldats au lieu de les démolir. Washington se cala dans son fauteuil. Capitaine, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Les sergents instructeurs traditionnels ne vont pas apprécier votre nouvelle approche. Je ne cherche pas à satisfaire les sergents instructeurs, Marcus. Je cherche à former de meilleurs soldats. Leur premier groupe de recrues volontaires est arrivé en septembre. 200 jeunes hommes et femmes qui avaient accepté de tester les nouvelles méthodes d'entraînement. Blake s'est adressé à eux le premier jour. Mesdames et messieurs, vous faites partie d'une expérience. Nous allons vous former pour que vous deveniez d'excellents soldats en utilisant des méthodes basées sur le respect, le développement et le service. Certaines personnes pensent que cette approche vous rendra mou. Nous allons leur prouver qu'elles ont tort. Le programme conservait toutes les exigences physiques de la formation de base traditionnelle. Entraînement physique tôt le matin, entraînement au maniement des armes, technique de combat, exercice sur le terrain. Mais il éliminait les abus psychologiques que Blake avait autrefois utilisés comme outil de leadership. Au lieu de crier sur les recrues qui commettaient des erreurs, les instructeurs les aidaient à comprendre ce qui n'allait pas et comment s'améliorer. Au lieu de punir collectivement les échecs individuels, ils recouraient à un coaching individuel pour résoudre des problèmes spécifiques. La recrue Jennifer Adams avait des difficultés avec la précision du tir au fusil pendant sa 3e semaine. Dans l'ancien système, elle aurait été humiliée publiquement et contrainte à subir des punitions physiques supplémentaires. Blake a travaillé personnellement avec elle au stand de tir. Jennifer, c'est votre posture qui cause le problème de précision. Laissez-moi vous montrer une technique différente. Après 1 heure d'enseignement patient, Jennifer atteignait ses cibles de manière constante. Capitaine, pourquoi personne ne m'a enseigné cette technique auparavant? Parce que nous apprenons de meilleures méthodes, Jennifer. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser pour vos erreurs. Le but est de vous aider à devenir excellente. Le programme comprenait également le développement du leadership pour les recrues elles-mêmes. Blake leur enseignait les principes qu'il avait appris. Le leadership consistait à servir les autres, à développer les personnes et à assumer la responsabilité de leur croissance. Les vrais leaders n'ont pas besoin de faire peur aux gens, expliquait Blake pendant un cours sur le leadership. Les vrais leaders inspirent les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. La recrue David Martinez leva la main.
Capitaine, comment maintenez-vous la discipline sans inspirer la peur? Excellente question, David. Vous maintenez la discipline grâce à des normes, à la cohérence et au respect. Les gens suivent les leaders en qui ils ont confiance, pas ceux qu'ils craignent. Blake a démontré ce principe lors d'un exercice sur le terrain, lorsque la recrue Tommy Wilson a pris du retard pendant une marche en raison de problèmes d'équipement. Au lieu de laisser Wilson rattraper son retard seul, Blake a arrêté toute l'unité. Nous réussissons ensemble ou nous échouons ensemble. Martinez et Adams, aidez Wilson à réparer son équipement. Nous avançons en équipe. Le général Cherokee se rendait régulièrement sur place pour observer les séances d'entraînement et interroger les recrues. Capitaine Thompson, quelle différence constatez-vous par rapport à l'entraînement traditionnel? Blake a montré les statistiques du programme à Cherokee. Monsieur, notre taux de rétention est supérieur de 15% à celui de l'entraînement de base standard. Les résultats en matière de conditions physiques sont équivalents ou meilleurs. Mais la plus grande différence réside dans le moral. Ces recrues apprécient réellement leur service militaire. Qu'en est-il des problèmes de discipline? Monsieur, nous avons moins de problèmes de discipline que dans les programmes traditionnels. Lorsque les gens se sentent respectés et soutenus, ils veulent répondre à des normes élevées plutôt que d'être contraints de le faire. Le véritable test a eu lieu lors du dernier exercice sur le terrain du programme. Une simulation de survie et de combat d'une semaine dans le désert. Blake a observé ses recrues travailler ensemble sous pression, se soutenant mutuellement plutôt que de se faire concurrence. Lorsque la recrue Wilson s'est blessée à la cheville pendant une marche nocturne, ses coéquipiers l'ont immédiatement aidé à poursuivre la mission au lieu de l'abandonner. Capitaine, a observé le sergent Washington, vos recrues agissent comme une véritable équipe plutôt que comme un groupe d'individus cherchant à éviter les sanctions. Blake a souri en voyant Jennifer Adams aider David Martinez à améliorer ses compétences en navigation. Marcus, c'est exactement ce que nous essayons de créer. Au bout de 6 mois, la cérémonie de remise des diplômes du programme pilote a attiré des observateurs venus de bases militaires de tout le pays. Les 200 recrues de Blake ont fait preuve de précision et de fierté, démontrant que force et compassion pouvaient coexister dans l'entraînement militaire. Le général Cherokee s'est adressé à l'auditoire après la cérémonie. Mesdames et messieurs, nous avons prouvé que nous pouvions former d'excellents soldats sans briser leur morale. La question est maintenant de savoir si nous sommes assez courageux pour changer tout notre système. 2 ans après le début du programme pilote, Blake a reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Son ancien ami, le capitaine Derek Mitchell, était traduit en cour martiale pour les mêmes chefs d'accusation que Blake avait connus des années plus tôt. Abus d'autorité et traitement dégradant de ses subordonnés. L'avocat militaire de Derek a appelé Blake directement. Capitaine Thompson, mon client risque d'être renvoyé de l'armée. Je sais que vous vous êtes brouillé, mais Derek m'a spécifiquement demandé de vous contacter. Blake se souvenait comment Derek l'avait abandonné lors de son propre procès en cour martiale, mais il se souvenait aussi de l'homme que Derek était avant que le pouvoir ne le corrompe. Que veut Derek de moi? Il veut que vous témoigniez en tant que témoin de moralité. Il connaît votre programme de leadership et pense que vous pourriez comprendre sa situation. Blake se rendit à Fort Harrison pour la première fois depuis 3 ans. La base lui semblait plus petite que dans ses souvenirs, et en traversant des lieux familiers, il se remémora sa propre arrogance et sa cruauté. Derek était assis sur le siège de l'accusé, l'air brisé et désespéré. Lorsqu'il vit Blake entrer dans la salle d'audience, ses yeux se remplirent de larmes. Pendant une pause, Derek s'approcha de Blake. « Blake, je sais que je t'ai abandonné alors que tu avais besoin de soutien. Je protégeais ma propre carrière. Derek, pourquoi devrais-je t'aider maintenant? Parce que tu es la seule personne qui comprenne ce que c'est que d'être à ma place. Tu sais ce que c'est que de réaliser que tu es devenu quelqu'un que tu détestes. » Blake observa son ancien ami. Derek semblait sincèrement repentant, et pas seulement désolé d'avoir été pris. Lorsque Blake monta à la barre des témoins, il parla honnêtement du caractère de Derek. « Votre honneur, le capitaine Mitchell a commis de graves erreurs dans son approche du leadership. Mais je crois qu'il peut changer, tout comme on m'a donné la chance de changer. » Blake a ensuite fait une demande inhabituelle. « Votre honneur, au lieu de renvoyer le capitaine Mitchell de l'armée, je voudrais proposer une peine alternative. » Le juge a semblé surpris. « Quelle alternative, capitaine Thompson? » « Permettez au capitaine Mitchell de participer à mon programme Leadership True Service pendant 12 mois. S'il termine le programme avec succès et démontre un réel changement dans son approche du leadership, son dossier pourrait être modifié plutôt que de mettre fin à sa carrière. » L'avocat de Derek avait l'air choqué, et Derek lui-même regardait Blake avec étonnement. Le juge a examiné la proposition. « Capitaine Thompson, vous assumeriez personnellement la responsabilité de la réhabilitation du capitaine Mitchell. » « Oui,
Votre honneur. Je crois aux secondes chances, car on m'en a donné une. Le tribunal militaire accepta la proposition de Blake. Derek fut rétrogradé au grade de lieutenant et affecté à Fort Apache sous la supervision directe de Blake. La transformation de Derek était difficile à regarder. Comme Blake des années auparavant, il avait du mal à accepter la perte de son autorité et la nécessité de servir plutôt que de commander. « Blake, je ne sais pas comment diriger sans que les gens aient peur de moi », avoua Derek après sa première semaine dans le programme. « Derek, j'ai ressenti la même chose. La peur est un moyen facile de diriger, car elle ne nécessite aucune compétence. Le véritable leadership est plus difficile, car il faut réellement se soucier des gens. » Blake a affecté Derek à des recrues en difficulté, tout comme il avait été affecté à aider Kevin Murphy des années plus tôt. Derek a lentement appris à encourager au lieu de critiquer, à enseigner au lieu de punir. Au bout de 6 mois, Derek est venu voir Blake pour lui annoncer une nouvelle. « Blake, j'ai réfléchi à ma carrière après la fin de ce programme. À quoi penses-tu ? Je veux devenir instructeur dans ton programme. Je veux aider d'autres agents à apprendre ce que nous avons appris. » Blake a souri. « Derek, c'est exactement ce dont nous avons besoin, des agents qui comprennent les deux côtés du leadership. » 2 ans plus tard, Derek a obtenu son diplôme du programme de réhabilitation et est devenu l'un des instructeurs les plus efficaces de Blake. Son expérience personnelle avec un mauvais leadership le rendait particulièrement qualifié pour aider d'autres officiers à changer. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de Derek, il s'est adressé à l'auditoire. « Il y a 3 ans, j'étais exactement comme les officiers que nous essayons d'aider aujourd'hui. En colère, cruel et convaincu que la peur était une force. Le capitaine Thompson a sauvé ma carrière en me montrant une meilleure façon de diriger. » Blake a vu son ancien ennemi devenir son plus fidèle allié, prouvant que la rédemption était possible pour quiconque était prêt à changer. 3 ans après le lancement du programme pilote à Fort Apache, Blake s'est présenté devant un panel de responsables du Pentagone pour présenter les résultats de l'initiative Leadership Through Service, le leadership par le service. La salle de conférence réunissait des généraux, des colonels et des responsables civils de la défense qui allaient décider de l'avenir de la formation militaire. « Mesdames et messieurs, commença Blake, en 3 ans, notre programme a formé 2400 recrues avec des résultats remarquables. » Il présenta des graphiques montrant les taux de réussite du programme. Les taux de rétention sont 35% plus élevés que ceux de la formation traditionnelle. Les problèmes disciplinaires ont diminué de 50%. Plus important encore, les diplômés de notre programme obtiennent de meilleures notes en matière d'efficacité du leadership lorsqu'ils atteignent leur poste permanent. Le général Patricia Hay, chef d'état-major adjoint de l'armée, posa la question cruciale. « Major Thompson, ces résultats semblent impressionnants sur le papier. Mais cette approche peut-elle fonctionner à plus grande échelle ? » Blake avait été promu major l'année précédente en reconnaissance du succès de son programme. « Madame, nous pensons que oui. Nous avons identifié 12 bases adaptées à une mise en œuvre immédiate. Chaque base formerait 500 recrues par an en utilisant nos méthodes. » Le colonel James Patterson, du Pentagone, a soulevé une préoccupation. « Major, qu'en est-il du coût de la formation des instructeurs ? Votre programme nécessite une approche complètement différente. » Monsieur, nous avons mis au point un programme de certification des instructeurs de 6 semaines. Le lieutenant Mitchell et moi-même avons personnellement formé 50 instructeurs qui peuvent enseigner les nouvelles méthodes dans d'autres bases. Derek Mitchell, désormais lieutenant-colonel, s'est levé pour s'adresser au panel. « Généraux, il y a 3 ans, j'ai été traduit en cour martiale pour les mêmes manquements au commandement que ceux commis par le major Thompson. Ce programme n'a pas seulement sauvé ma carrière, il m'a appris à être le leader que j'aurais dû être depuis le début. » Le général examina la documentation. « Major Thompson, votre programme donne d'excellents résultats, mais il reste limité à une seule base. Comment savoir s'il fonctionnera dans différentes régions et avec différents types de recrues ?» Blake s'était préparé à cette question. « Madame, nous avons testé nos méthodes avec des recrues issues de milieux urbains et ruraux, de différents niveaux d'éducation et de divers groupes ethniques et économiques. Les principes fonctionnent universellement car ils sont basés sur la dignité humaine et le respect. » Le comité délibéra pendant 2 heures tandis que Blake et Derek attendaient à l'extérieur de la salle de conférence. Lorsqu'ils furent rappelés, le général rendit sa décision. « Major Thompson, l'armée approuve l'extension du programme Leadership Through Service à 12 bases avec effet immédiat. Vous aurez 2 ans pour démontrer les résultats à l'échelle nationale. » Blake sentit son cœur s'emballer. C'était l'occasion de changer la formation militaire dans toute l'armée. Au cours des mois suivants, Blake se rendit dans des bases à travers le pays pour mettre en œuvre le nouveau programme de formation. Fort Benning en Géorgie,
Fort Leonard Wood dans le Missouri, Fort Jackson en Caroline du Sud. Chaque base présentait des défis uniques. À Fort Benning, les sergents instructeurs traditionnels ont d'abord résisté aux nouvelles méthodes. Monsieur, ces techniques douces ne prépareront pas les soldats au combat, a fait valoir le sergent-chef Rodriguez. Blake a répondu directement à cette préoccupation. Sergent, le respect et la dignité ne sont pas des notions douces. Ils sont le fondement de la cohésion de l'unité. Les soldats se battent plus fort pour des chefs en qui ils ont confiance que pour des chefs qu'ils craignent. Il a démontré ce principe lors d'exercices sur le terrain où les diplômés du programme Leadership True Service ont systématiquement surpassé les soldats formés de manière traditionnelle en matière de travail d'équipe et de résolution de problèmes. À la fin de la deuxième année, le programme était mis en œuvre dans 25 bases à travers le pays et formait 15 000 recrues par an. Blake avait constitué un réseau de 200 instructeurs certifiés qui diffusaient les nouveaux principes de leadership dans toute l'armée. Le succès du programme a attiré l'attention d'autres branches de l'armée. La marine et l'armée de l'air ont envoyé des observateurs pour étudier les méthodes de Blake, et des chefs militaires internationaux ont visité Fort Apache pour en savoir plus sur le leadership basé sur le service. Kevin Murphy, aujourd'hui sergent, était devenu l'un des principaux instructeurs du programme. Major Thompson, se souvient-il lors d'une réunion du personnel, vous vous souvenez quand vous m'avez sorti du désert il y a 5 ans? Je m'en souviens, Kevin. Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là, mais surtout, vous m'avez montré ce qu'était le véritable leadership. Aujourd'hui, nous enseignons cette même leçon à des milliers de soldats. Blake regarda autour de lui son équipe d'instructeurs, d'anciens ennemis comme Derek, d'anciens étudiants comme Kevin, des militaires de carrière comme Washington, tous unis par la conviction que le leadership doit construire les gens plutôt que les détruire. 5 ans après sa cour martiale, Blake se tenait sur le terrain de parade de Fort Harrison, vêtu de l'uniforme de colonel. Aujourd'hui, son père allait prendre sa retraite après 45 ans de service militaire, et Blake allait prendre le commandement de la base où sa transformation avait commencé. Le général Marcus Thompson, aujourd'hui âgé de 73 ans, s'avança lentement vers le podium pour s'adresser aux 2000 soldats rassemblés pour la cérémonie de passation de commandement. Blake observait depuis le côté, se souvenant de l'officier brisé qu'il était la dernière fois qu'il s'était tenu sur ce même terrain. « Mesdames et messieurs, commença Marcus, il y a 5 ans, mon fils était le genre d'officier que je redoutais le plus. Quelqu'un qui utilisait son autorité pour faire du mal aux personnes qu'il était censé servir. » L'auditoire écouta dans un silence complet tandis que Marcus poursuivait. « Blake Thompson a été traduit en cour martiale sur mon ordre pour avoir maltraité ses soldats. Il a passé 18 mois à Fort Apache pour apprendre ce que signifie réellement le leadership. Aujourd'hui, il revient en tant que leader dont notre armée a besoin. » Marcus se tourna vers son fils. « Blake, tu es passé de ma plus grande déception à ma plus grande fierté. Tu as prouvé que n'importe qui peut changer s'il a le courage d'affronter ses échecs et d'en tirer des leçons. » Blake s'avança pour accepter le commandement de Fort Harrison. En regardant les soldats rassemblés, il vit des visages qui lui rappelaient chaque recrue qu'il avait aidé, chaque vétéran qu'il avait servi, chaque personne dont la vie avait été changée par le programme Leadership True Service. « Soldats de Fort Harrison, » s'adressa Blake à ses nouvelles troupes, « je me tiens devant vous en tant que personne qui sait ce que c'est que d'être brisé par un mauvais leadership. Je sais aussi ce que c'est que d'être soutenu par un bon leadership. » Il fit un geste vers le public, où de nombreux diplômés de son programme étaient assis avec leurs familles. Le sergent Kevin Murphy, qui a failli mourir dans le désert parce que j'ai choisi de lui sauver la vie plutôt que de suivre les ordres. Le lieutenant-colonel Derek Mitchell, qui a été sauvé du renvoi et est devenu l'un de nos meilleurs instructeurs. Le sergent-chef Washington, qui m'a appris que la véritable force vient du fait d'aider les autres à s'élever. La voix de Blake s'est renforcée à mesure qu'il poursuivait. Le programme Leadership True Service est désormais opérationnel dans 25 bases et forme 15 000 soldats chaque année. Le taux de suicide dans les unités participantes a baissé de 25%. Le taux de rétention a augmenté de 40%. Mais le changement le plus important est le suivant. Les soldats qui participent à notre programme apprécient réellement leur service militaire. Dans le public, Robert Sullivan était assis avec sa femme et ses enfants. L'ancien sergent avait enfin reçu ses prestations d'invalidité et travaillait désormais comme conseiller auprès d'autres anciens combattants. Il souriait en écoutant l'officier qu'il avait aidé à naviguer dans la bureaucratie des années auparavant. Maria Gonzalez, l'ancienne infirmière souffrant de SSPT, était devenue thérapeute spécialisée dans les traumatismes militaires. Elle leva la main en signe de salut lorsque Blake évoqua l'impact du programme sur les services aux anciens combattants. Blake a conclu son discours par la leçon qui avait changé sa vie. Le leadership ne consiste pas à faire en sorte que les gens vous craignent. Le leadership consiste à servir les autres si bien qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. À la fin de la cérémonie, alors que Blake recevait les couleurs de la base des mains de son père,
Marcus a murmuré des mots que seul son fils pouvait entendre. « Blake, tu es devenu le leader que j'ai toujours espéré que tu sois. » Ce soir-là, Blake était assis dans son nouveau bureau, examinant les plans d'expansion internationale du programme Leadership True Service. Un coup à la porte interrompit son travail. Kevin Murphy entra, arborant désormais les galons de sergent-chef. « Colonel Thompson, je tenais à vous féliciter pour votre promotion. » « Merci, Kevin. Comment se passe votre nouvelle affectation ?» Kevin sourit. « Monsieur, je forme des conseillers civils pour la jeunesse à l'utilisation de nos méthodes de leadership dans les lycées et les programmes communautaires. Les principes qui m'ont sauvé la vie dans l'armée aident désormais les adolescents à développer leur confiance et leur motivation. » Blake regarda par la fenêtre de son bureau la base où son parcours avait commencé. Les soldats effectuaient des exercices d'entraînement en soirée, mais il pouvait voir la différence dans leur attitude. Ils se déplaçaient avec détermination et fierté, plutôt qu'avec peur et ressentiment. Le test que son père avait conçu 5 ans plus tôt, cette humiliation qui avait semblé mettre fin à sa carrière, était devenu le début de sa véritable vie professionnelle. Blake avait appris que le véritable leadership consistait à transformer les ennemis en alliés, les échecs en enseignants et les systèmes défaillants en force positive. En éteignant les lumières de son bureau ce soir-là, le colonel Blake Thompson savait que sa transformation était achevée, mais que sa mission ne faisait que commencer.